si tu es l'ennemi de Gbagbo et que tu veux le rester, ne le rencontre jamais. On envoie Gbagbo à la CPI, dans des conditions totalement illégales, puisque... Inhumaines. Non mais oui, déjà illégal sur le Illégal. principe. Donc déjà, il n'y a même pas de respect du droit Exactement. pour envoyer Gbagbo à la CPI. On ne va pas revenir tout ça, mais je l'ai écrit, réécrit, et je ne suis pas le seul à avoir écrit, puisque même les mails entre les Français, la CPI et l'ONU au moment de l'arrestation de Gbagbo démontrent qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils vont commettre un délit juridique. C'est dans leur propre mail. Un procès a été gagné par un monsieur sur les dires des témoins de l'accusation. Généralement, dans une histoire où il y en a deux, s'il y en a un qui est acquitté, l'autre, il a un problème. Ouais. Hein, c'est pas simplement pour la Côte d'Ivoire, c'est en règle générale. Donc maintenant, attendons la suite. Mais c'est quelque chose, il fallait bien que quelqu'un, à un moment donné, dise on en est où ? Ben oui, bien sûr. Et c'est là où le président a très bien joué, en disant maintenant, il faut qu'on sache où on va. Exactement. Et il a été aussi président pendant 10 ans. Et aujourd'hui, on sait, de façon pertinente, d'une part, que juridiquement et judiciairement, Gbagbo n'a pas créé les troubles, puisqu'il a été acquitté totalement, que ce soit en instance ou en appel, avec un verdict qui fait 1000 pages, donc qui est justifié. Et donc, celui qui est, soi-disant, le xénophobe, le anti-musulman, etc., il retire la carte de il enlève la carte de séjour, il se promène en boubou dans la présidence. Il dit noir sur blanc, le maître de maison, c'est-à-dire Alassane Ouattara, arrive, et puis il y a des canapés de foie gras, etc. Et il prend 2 whisky bien tassés avant la rupture du jeûne, en cette période de Ramadan. Que ce soit avant ou après la rupture du jeûne, déjà, je ne pense pas que les musulmans... pratiquants vont rompre le jeûne avec du whisky. Jamais. Vous battez pour un homme Que vous ne connaissez pas. Parce que vous finirez au mieux en exil, mais au pire en prison, sinon tué. Mais Et aujourd'hui, on a des morts, des prisonniers et des exilés. C'est eux qui ont les clés de la Maca. Donc, si on veut faire sortir les gens de la Maca, il faut parler avec celui qui a les clés bien sûr. pour les faire sortir. Ne désespérez pas. Ne désespérez pas. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Newpol, bienvenue donc sur la chaîne qui bouleverse les certitudes. Aujourd'hui, je reçois un invité pour parler de Laurent Gbagbo et de la Côte d'Ivoire. Et quand je veux approfondir ma compréhension de la Côte d'Ivoire, je me tourne vers une seule personne. Et c'est l'invité du jour qui, pour moi, est l'une des rares personnes, sinon la seule personne en Côte d'Ivoire qui a une vraie réflexion, qui a une articulation réflexive pour permettre de comprendre Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, peut-être que ce ne serait pas l'objet de notre entretien, mais j'ouvrirai cet entretien en me posant une question. Pourquoi les Ivoiriens sont attachés à Laurent Gbagbo ? Pourquoi Laurent Gbagbo est comme pour les Ivoiriens un fétiche ? Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il y a dans le rapport des Ivoiriens à Laurent Gbagbo un rapport d'un individu à son fétiche. Pourquoi ? Parce que Laurent Gbagbo n'est pas ce que les Ivoiriens sont. Il est droit, il est intègre, il est pur, il est constant. Toute sa vie, il s'est battu. On ne pouvait pas l'acheter. Or, l'Ivoirien est l'homme qu'on peut acheter. Et Laurent Gbagbo devient ce mythe par quoi les Ivoiriens ont une perspective et un point d'ancrage en se disant que demain, quand on est face à la corruption, la seule personne qui peut nous rappeler qu'on peut résister à toute forme de tentation et de pression, c'est Laurent Gbagbo. Et pour parler de Laurent Gbagbo, nul mieux que M. Bernard Houdan pour rentrer dans la compréhension de la personne, de Laurent Gbagbo, du personnage qu'il est devenu, du mythe qu'il est devenu aussi, mais pas que. Nous parlerons aussi de la Côte d'Ivoire. Monsieur Houdan, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon interview. On s'est beaucoup manqué. Excusez-moi, le caméraman était parti au Cameroun. On s'est donc raté par moment pour faire cette interview qui me tient à cœur. Je pense que vous êtes l'une des rares personnalités à avoir vraiment compris Laurent Gbagbo. Donc je reviens vers vous pour qu'on puisse revenir sur la dernière sortie de Laurent Gbagbo. Et dans cette dernière sortie, Laurent Gbagbo avait parlé de comment pourrais-je dire, de Kadhafi, et beaucoup de la presse qui est intoxique du côté de Ouattara se sont empressés de dire que Laurent Gbagbo a lavé Draman Ouattara de la responsabilité de la rébellion. Quel est votre regard sur cet épisode-là ? Avant de répondre, parce que j'ai ma réponse sur l'affaire Kadhafi, Ouattara, Gbagbo, je vais revenir sur votre propos préliminaire. Moi, je ne sais pas si je suis un des rares qui peuvent
qui ont compris Laurent Gbagbo, etc. La seule chose que je peux dire, c'est que mon parcours personnel en Côte d'Ivoire, et en particulier les 15 dernières années, même plus maintenant, hein, on est pratiquement à une vingtaine d'années de relations directes entre le président et moi, j'ai appris à connaître Gbagbo de l'intérieur, si on peut dire. Et comme je l'avais écrit dans mon livre sur lui, on n'était pas fait pour se rencontrer à l'origine. Oui. Mon histoire de fils d'entrepreneur en Côte d'Ivoire, d'avoir grandi dans une certaine facilité à Abidjan dans les années 50-60, jusqu'à finir à la présidence, jusqu'à ce malheureux 11 avril, le début ne me prédisposait pas à être un proche de Gbagbo. Et d'ailleurs, une anecdote que je peux dire aujourd'hui, c'est que en 92, j'étais en France, je regardais des informations à la télévision et j'étais intéressé par la Côte d'Ivoire, bien sûr. Et il y avait eu ces fameux événements de février 92. Et en moi-même, je me disais, mais comme tous les Blancs qui avaient vécu en Côte d'Ivoire, la contrepartie ivoirienne, c'était Houphouët-Boigny. Mmh. Et un monsieur qui se levait contre Houphouët-Boigny, apparemment, ça nous dérangeait. Mmh. Et je me disais, mais quel est ce trublion qui vient déranger la Côte d'Ivoire ? Exactement. Et j'ai fini par rencontrer le trublion. Et je pense que ce n'était pas le trublion, j'ai rencontré l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et si aujourd'hui je suis dans cette relation avec le président, c'est que j'ai appris à le connaître à fond, pas à fond peut-être, mais en profondeur, à la fois dans ce qu'il dit et qu'il fait, parce que non seulement il dit, mais il fait, et en plus il l'écrit. Et je pense que les Ivoiriens et les autres auraient tout intérêt à bien penser à ce qu'il dit, qu'il écrit et qu'il fait. Maintenant, je vais venir sur Kadhafi. Oui, avant de venir à Kadhafi, mais moi, j'avais une dernière question, enfin, une petite question à vous poser. Comment vous expliquez, vous, M. Oudin, cette différence entre Gbagbo et les Ivoiriens? Quand moi, je regarde, à titre personnel, le paysage ivoirien, il est très facile de corrompre les Ivoiriens, alors qu'il est très difficile de corrompre Laurent Gbagbo. Comment on explique ça? Parce que comment on a expliqué que monsieur qui est ivoirien, qui est né en Côte d'Ivoire, ne ressemble pas au reste des Ivoiriens? J'ai une phrase généralement, parce que vous parlez de corruption, de problèmes d'argent, etc. Et Gbagbo, j'explique toujours, il n'est pas imperméable à l'argent, il est étanche, ce qui est beaucoup plus important. Et j'ai une anecdote à ce sujet-là. À l'époque, en 2010, quand j'étais conseiller au Palais, le président avait monté une organisation pour le comité du cinquantenaire, pour fêter les 50 ans de la Côte d'Ivoire le 7 août 2010. Et il avait dit dans une réunion au Palais en janvier, pour lancer l'opération, que fêter les 50 ans, c'était important, mais on pouvait danser, chanter, etc., comme on le fait beaucoup en Afrique, mais il fallait en même temps réfléchir sur ce qu'on avait fait de ces 50 ans et ce qu'on allait faire des 50 ans à venir. Oui. C'était ça l'important. Et il avait créé cette organisation qui était présidée par l'ambassadeur Pierre Kipré, qui était ambassadeur à Paris à l'époque. Et ils avaient monté 3 conférences qui devaient aboutir à la conférence finale à Yamoussoukro, la veille de la fête de l'indépendance. Et une de ces séances avait lieu à Gagnoa, sur l'environnement. Et en tant que conseiller à ce niveau-là, j'avais présidé les travaux de cette conférence. Et le dernier jour, je me rappelle, on était dans une grande salle à la préfecture de Gagnoa. Il y avait pas mal de ministres, tous les responsables de l'organisation de cette... ça avait duré 2-3 jours. Et à un moment donné, j'étais à la tribune et je prends la parole et je dis ce qui est important aussi, c'est de sortir pour l'Ivoirien dans le futur, d'oublier cette phrase qui est commune à Abidjan, et moi, je gagne quoi dans ça ?
je vous assure qu'au moment où j'ai prononcé ça, il y a eu une espèce de grand froid dans la salle. Et heureusement, l'ambassadeur Kypré a commencé à taper dans ses mains et les gens ont fini par applaudir, mais une espèce de politesse obligée. Et je rentre à Abidjan, le président me fait venir dans son bureau et me dit « Bernard, tu as fâché tout le monde à Gagnoa ?» Je lui dis « Pourquoi, président ?» Il me dit « Mais tu dis que j'ai gagné quoi dans ça ? Mais tu vas les fâcher. Tu vas les fâcher. » Parce que c'est la phrase fétiche des Ivoiriens, ça. C'est une phrase, mais c'est là qu'on comprend comment est Gbagbo. Parce que, et on le voit aujourd'hui, on va en parler pour ce qui est de la politique, etc. Il faut connaître l'homme, et c'est en connaissant l'homme parce que j'étais pas forcé de devenir conseiller, et d'ailleurs c'est lui qui a décidé, moi j'ai rien demandé. Mais au fur et à mesure du temps qui passait, je me disais, mais ce monsieur n'a rien à voir avec l'image qu'on en donne à l'extérieur. Bien sûr. Et moi, je venais de l'extérieur. Mmh. Je connaissais pas mal la Côte d'Ivoire, mais je venais de l'extérieur. Et au fur et à mesure du temps qui passe auprès de lui, ma conviction est renforcée. Et aujourd'hui, elle est irréversible. C'est le monsieur qui sera... Après, Houphouët-Boigny, c'est autre chose. Houphouët-Boigny, c'est la création de l'État de Côte d'Ivoire. C'est le début. Il restera, comme disent les Marseillais pour l'histoire de la Coupe d'Europe, les premiers à jamais. Lui, il sera le premier à jamais, c'est ça. Président de la Côte d'Ivoire, avec tout ce qui s'est passé derrière. Et à son départ, la Côte d'Ivoire n'était pas un pays failli. Ouais. Il y a eu l'hypothèque Ouattara qu'il faudra lever un jour, mais Gbagbo restera, pour l'histoire de la Côte d'Ivoire, le monsieur qui a fait en sorte de faire comprendre aux Ivoiriens, et je pense que les générations futures s'appuieront là-dessus, qu'un pays, c'est pas simplement des élections, des institutions, etc. C'est aussi la façon dont on les fait vivre et la façon dont on les respecte. Et en 2010, toujours, quand Gbagbo avait été déclaré vainqueur par le Conseil et qu'il avait prêté serment au palais, j'étais dans la salle, et il avait prononcé un discours de quelques minutes que j'ai reproduit en partie dans mon livre et que je répète régulièrement, un discours sur la démocratie et la République. Et la République, oui. C'est un discours formidable et dont il faudrait sortir des phrases pour les faire lire aux enfants des écoles au début de chaque cours, parce que c'est fondamental. Oui. Une société ne peut vivre qu'en respectant ses règles et ses lois. Et c'est le drame de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus d'État en Côte d'Ivoire. Il y a un groupe de personnes qui s'est accaparé les leviers du pouvoir, qui s'y maintient avec toutes les acrobaties possibles. Et toute la corruption qui vont avec. Toutes les acrobaties possibles dans tous les sens. J'espère qu'on en parlera un peu tout à l'heure. Et Gbagbo, c'est la différence. Et Gbagbo est déjà dans l'histoire. Complètement. Pour moi, c'est un mythe déjà. Et d'ailleurs, puisque vous parlez de ce discours de 2010, je crois, ça me fait penser à Côte d'Ivoire pour une alternative démocratique, qui est un chef-d'œuvre pour moi, un chef-d'œuvre politique. Je conseille à toute la génération africaine. Le livre de Laurent Gbagbo, Côte d'Ivoire pour une alternative démocratique, c'est un livre à lire. Et Gbagbo, il a une phrase, j'aime à l'intérieur, il dit, ça c'est vers la fin du livre, un pays ne peut pas être démocratique si on ne responsabilise pas les citoyens. C'est là où il va jusqu'à parler de décentralisation, en parlant de gouvernement régional et de gouvernements régionaux et d'assemblées régionales. Donc effectivement, oui, Gbagbo, pour moi, il a compris la démocratie et vous avez tout à fait raison là-dessus. Maintenant, moi, l'articulation que je voulais faire ici par rapport à ce que vous avez fait par rapport aux Ivoiriens, c'est comment ça se fait, et là, je ne sais pas si vous avez, que Gbagbo soit ce qu'il est, intègre, droit, pur, étanche, vous l'avez si bien dit, à l'argent. Et puis les Ivoiriens, qu'est-ce que moi je gagne dans ça? Et pour 500 francs, comme on dit en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens se mettent à danser. Comment vous expliquez ça, la différence entre Gbagbo et les Ivoiriens, cette différence entre Gbagbo et les Ivoiriens? Sur le point, c'est pas facile à comprendre parce que Gbagbo est né au cœur de la Côte d'Ivoire et il a grandi en Côte d'Ivoire. Il était à l'école en Côte d'Ivoire. J'en sais quelque chose. Nous avons appris en nous connaissant plus tard que nous étions au même lycée à la même période. Ouais. Avec des fois des professeurs communs, comme le professeur de latin grec qui s'appelait Monsieur Lefebvre. Il est comme tous les autres Ivoiriens. Il n'est pas le seul à être étanche, mais dans le paysage politique actuel de la Côte d'Ivoire,
il y a Gbagbo et les autres. Oui, bien sûr. C'est Gbagbo et les autres. Même en Afrique, peut-être. Oh, il y a d'autres deux hommes. Moi, j'ai bien connu un chef d'État, et paix à son âme, le président Rawlings, qui était un petit peu comme ça. Il était dans un autre niveau, parce qu'il avait une formation militaire, et ses premiers actes, il a fait des coups d'État en tant que militaire, mais il a quand même remis la démocratie en place au Ghana. Non, il peut y en avoir d'autres, mais Laurent Gbagbo, vous me dites en Afrique. Mais je ne dirais pas en Afrique, je dirais en tant que dans un État. Prenez le pays européen actuellement ou d'autres pays dans le monde. J'aimerais bien qu'il y ait un Gbagbo à la tête de la France aujourd'hui. Oui, bien sûr. J'aimerais bien un Gbagbo, c'est-à-dire un monsieur qui a cette profondeur de réflexion, cette profondeur d'analyse, cette vision, cette capacité et aussi de respect. Parce que pendant les 10 ans de présidence de Gbagbo, on parlera tout à l'heure des initiatives que vient de prendre le président à ce propos, mais pendant les 10 ans de Gbagbo, personne n'est allé en prison pour des faits d'opinion. Il n'y a pas un journaliste qui est allé en prison pour un fait d'écrit d'opinion. Non. Et pendant la campagne de 2010, il y avait un système de contrôle. Par exemple, chaque candidat ou chaque représentant de candidat avait un temps de parole. Bien sûr. Et tous les soirs à la télévision, il y avait un représentant du système de contrôle qui venait dire aujourd'hui, les Gbagbo ont parlé pendant tant de minutes, les gens de Ouattara pendant tant de minutes, M. Ouattara est en retard de tant de minutes, ou M. Bédier, etc. Et il y avait une règle à suivre. Bien sûr. Et Gbagbo était président et la moitié du pays était occupé en partie. Oui. Parce qu'on avait dit qu'il y avait eu l'accord de Ouaga, etc. Mais dans le Nord, il restait quand même une zone grise. Et tout ça, avec la volonté du président. Ça ne sait pas qu'à voir comment sont les élections entre griffes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas des élections. Ce sont des passages où les Ivoiriens voient passer des informations, voient passer des gens qui sont annoncés élus dans telle ou telle condition, mais il n'y a pas d'élection. Il y a pas de. On a un mercenaire à la tête de la Côte d'Ivoire. Il y a un monsieur à la tête de la Côte d'Ivoire qui est une espèce de météore qui a été projeté sur le pays. Et puis il y a des gens qui en profitent malheureusement d'une façon ou d'une autre. Et je ne vais pas citer des noms, mais il y en a beaucoup. J'en ai croisé tellement et je les vois aujourd'hui. C'est dramatique. Oui. Donc on va revenir à la question à propos de Kadhafi en fait. Oui, à propos de Kadhafi. Kadhafi, c'est Compaoré qui était l'intermédiaire pour l'Afrique subsaharienne auprès de Kadhafi. Et Compaoré a, entre guillemets, vendu Ouattara à Kadhafi. Et le coup de 2002, à mon avis, où Ouattara est au cœur du problème, une partie de l'argent a dû sans doute venir de Kadhafi. Et puis au fur et à mesure du temps, quand Gbagbo s'est imposé sur la scène internationale en Afrique, il y a eu des réunions dans un certain nombre de pays. Il y a eu des réunions en Libye où Laurent Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire, représentait la Côte d'Ivoire. Et il a eu des contacts directs avec Kadhafi à ce moment-là. Et je pense que l'opinion de Kadhafi a commencé à évoluer un peu comme celle de tout le monde, comme la mienne par exemple, à un tout petit niveau en 92. Oui. C'est le trublion. Et puis finalement, Kadhafi a eu à son tour cette vision du Gbagbo qui n'avait rien à voir avec l'imagerie, entre guillemets, propagée par certains milieux politico-médiatiques. Et j'en ai parlé des fois après, d'ailleurs, après la chute de Gbagbo et la chute de Kadhafi, j'avais croisé son interprète à Paris, Mofta Missouri, qui était un monsieur formidable, et qui était l'interprète de Kadhafi et qui était venu à Abidjan d'ailleurs en 2009 avec Kadhafi, qui avait été reçu par le président en visite officielle. Et on s'était rappelé ça à l'époque quand je l'avais revu à Paris, sur le fait que justement Kadhafi avait été étonné de qui était vraiment Laurent Gbagbo. Bien sûr. Et il n'était pas le seul d'ailleurs. Tous les gens qui... Il y avait une phrase qu'on disait à la fin en Côte d'Ivoire: si tu es l'ennemi de Gbagbo et que tu veux le rester, ne le rencontre jamais.
Ah ouais, elle est belle celle-là. Je pense que ça résume tous les longs discours. Ouais, Et c'est ça, d'ailleurs, la différence. Et c'est pour ça que Gbagbo, on a pu l'empêcher d'aller aux élections, on a pu faire ceci, cela. On n'empêchera pas Gbagbo d'être Gbagbo. Et pour les Ivoiriens, qui représentent quelque chose qui est différent de tous les autres. ouais, pour moi, c'est un mythe déjà. Donc, en définitive, Gbagbo n'a pas lavé Ouattara de la rébellion. Ouattara reste l'auteur de la rébellion de 2002. Bien entendu. Bien entendu. Ouattara a déjà participé à celle de 99. On en On avait sait dit. quelque chose. Ouais, Il suffit de lire mes livres. ouais. Il a organisé celle de 2002. Et si je voudrais me cacher derrière un témoin, je vais me cacher derrière un de ses propres sbires actuels, Koné Zakaria, Koné Zakaria, ouais. qui, en français et en djoula, à Mankono, explique à la foule que c'est le docteur Alassane Dramane Ouattara qui les finançait en leur donnant 25 millions tous les mois à Ouagadougou pour les préparer, les sacs de riz, etc. Il l'a répété 10 fois dans le même discours. Ouais. C'est public. C'est public, ouais. Donc c'est pas Bernard Houdin qui dit ça, Bien c'est sûr. Koné Zakaria qui est quand même plus proche de Ouattara que moi Exactement. et qui sait de quoi il parle. Ouais. Donc la messe est dite à ce niveau-là, comme on dit. Ouais. Hein, donc Ouattara d'ailleurs il y a eu d'autres séquences après entre Ouattara et les milieux internationaux qui l'ont financé pour tout ça. Mais Gbagbo n'a pas dédouané une seconde Ouattara là-dedans. Bien sûr. Vous savez, c'est comme pour l'histoire du 4e mandat. Mhm. Gbagbo a dit clairement, on est contre le 4e mandat, il y aura le 4e mandat, etc. D'abord, le 4e mandat, il a 2 mois, 3 mois. Donc on n'est pas arrivé au bout. Mhm. Ouattara non plus. Et on a dit, bon, maintenant, Ouattara étant élu, il y aura un 4e mandat, etc. Et là, Gbagbo prend 2 initiatives. L'initiative pour la libération des prisonniers d'opinion et une initiative pour dire à la CPI où en est votre dossier Côte d'Ivoire. Exactement. Je reviendrai sur les deux l'un après l'autre. Mais dans cette initiative-là, il nomme son directeur de cabinet, Emmanuel Aka, comme patron de l'ILPO. Mhm. Et Emmanuel Aka, au cours d'une interview télévisée que j'ai regardée, face à un journaliste plus haut-parleur de Ouattara que journaliste d'ailleurs, que je connais bien parce qu'il m'avait à l'époque en 2010 interviewé sur France 24 quand il était encore à Paris, a essayé de lui faire dire que puisqu'on discutait avec les autorités, c'est qu'on respectait le 4e mandat. C'est pas du tout ça. Ah oui. C'est pas du tout ça. Et Gbagbo, c'est pas parce que on a en face de soi des gens, c'est eux qui ont les clés de la Maca. Donc, si on veut faire sortir les gens de la Maca, il faut parler avec celui qui a les clés pour les faire sortir. Mais c'est pas dire, je fais allégeance et ensuite, prête-moi les clés. C'est pas ça du tout. C'est, vous avez enfermé des gens, vous avez les clés, vous êtes responsable, on va vous tenir pour responsable, mais voilà pourquoi ces gens sont en prison, pourquoi, en plus du fait qu'il faut les aider sur le plan humain, matériel, etc., mais sur le plan politique. Et d'ailleurs, c'est l'initiative pour la libération des prisonniers d'opinion. Pas des prisonniers politiques. Laurent Gbagbo, quand il fait dire quelque chose ou qu'il écrit quelque chose, ça a une consonance. S'il dit politique, il s'enferme dans le PPA, etc. Là, il parle d'opinion. Une opinion, c'est l'opinion de M. X, de M. Y, de M. Z. Et il y a des gens qui sont à la Maca, pas parce qu'ils sont pour Gbagbo, mais ils sont peut-être pour le PDCI, ou ils ont été blogueurs, sans étiquette politique à l'origine, etc. C'est prisonnier d'opinion. Et dans une démocratie, les opinions sont libres. Oui. Donc, s'il y a des prisonniers d'opinion, c'est qu'on n'a pas de démocratie. Forcément. C'est un point. Et cette opération peut se décliner tous les jours. Parce qu'une élection, c'est 3-4 fois par mandat. Municipal, législative, régionale, présidentielle, etc. Les problèmes des prisonniers d'opinion, c'est tous les jours. Oui. C'est-à-dire, quand vous enfoncez le clou électoral,
vous donnez un coup de marteau tous les 6 mois ou tous les 2 ans. Tandis que pour l'opinion, vous pouvez taper tous les jours avec une initiative permanente. Et je pense qu'à un moment donné, on ne voit pas le vase se remplir, mais à un moment donné, il y a la dernière goutte, celle qui fait déborder le vase. Et en faisant ça tous les jours, on peut s'approcher de faire déborder le vase. Et dans le même temps, il lance l'opération sur la relance, entre guillemets, des affaires de la CPI. Et il faut revenir au point de départ. On envoie Gbagbo à la CPI dans des conditions totalement illégales, puisque... Inhumaines. Non mais oui, déjà illégal sur le principe. Donc déjà, il n'y a même pas de respect du droit. Exactement. Pour envoyer Gbagbo à la CPI. On ne va pas revenir tout ça, mais je l'ai écrit, réécrit, et je ne suis pas le seul à avoir écrit, puisque même les mails entre les Français, la CPI et l'ONU au moment de l'arrestation de Gbagbo démontrent qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils vont commettre un délit juridique. C'est dans leur propre mail. Hein. Donc c'est la conséquence de leur incapacité à respecter le droit. Gbagbo passe les 7 années à La Haye. La première apparition de Gbagbo à La Haye, c'est à la cour préliminaire, au tout début au mois de février-mars de 2012, et où il dit il faut savoir qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire. Et Bensouda se lève en disant non, il n'est pas question de parler d'élections, on n'est pas là pour ça. Et Gbagbo dit non, on est là pour savoir qui a créé les troubles. Et c'est ça le vrai problème. S'il y a des troubles, il y a des morts. Et ces troubles ont été créés par qui? Parce que je pense que c'est celui qui a perdu les élections qui a créé les troubles. Ouais, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Bien sûr. Et aujourd'hui, on sait, de façon pertinente, d'une part que juridiquement et judiciairement, Gbagbo n'a pas créé les troubles, puisqu'il a été acquitté totalement, que ce soit en instance ou en appel, avec un verdict qui fait 1000 pages, donc qui est justifié, avec simplement la présentation des témoins de l'accusation. De l'accusation, comment C'est ça que les gens doivent se mettre en tête, c'est qu'un procès a été gagné par un monsieur sur les dires des témoins de l'accusation. Et au-delà de ça, Gbagbo avait raison, puisque lui étant acquitté, il faut trouver... Et d'ailleurs, une chose que les gens n'ont pas peut-être vu très bien, c'est que le jour où Gbagbo a été acquitté en instance, j'étais dans la salle, dans la galerie du public, comme on disait là-bas, et on a assisté au fait que Gbagbo était déclaré acquitté. Bon, moi j'avais dit à un journaliste à ce moment-là, il y a encore un long chemin à parcourir, ne nous énervons pas, il faut aller au bout des choses, il y aura l'appel, etc. Et quand il y a eu l'appel, on était en 2021, en plein cœur de la crise Covid. Tout ça s'est passé par vidéoconférence, que ce soit la décision de la Cour, et puis les gens qui regardaient, puisqu'on ne pouvait pas aller à la CPI. Et ce jour-là, le président nigérian, Shile Ozoé, a déclaré Gbagbo. Donc il a confirmé, il a dit on a confirmé dans tous les termes l'instance. Donc ils n'ont pas changé une ligne à l'acte pour l'acquittement de Gbagbo, ce qui est important, parce que des fois en appel, il peut y avoir des modifications en disant mais quand même, etc. Là, il n'y a rien de changé. C'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il dit, lui, c'est son dernier jour à la CPI. On est le 31 mars 2021. Le 1er avril 2021, excusez-moi, il y a un nouveau président qui va entrer en fonction à la CPI, parce qu'il change tous les 2 ans. Et ce président qui rentre en fonction est l'adjoint du président nigérian de la Chambre, président de la CPI et président de la Chambre d'appel, qui est le Polonais Piotr Hofmanski. Et le premier acte de Piotr Hofmanski, quand il devient président, et qui connaît le dossier, puisqu'il a jugé en appel Gbagbo, il dit « Je forme une chambre préliminaire, et je nomme 3 juges pour travailler sur un dossier qu'on va appeler Côte d'Ivoire. » Et il précise, c'est Côte d'Ivoire, au-delà de M. Gbagbo et de M. Blé Goudé, puisque leur dossier est réglé, ils sont acquittés, on n'en parle plus. Mais il reste à savoir ce qui s'est réellement passé en Côte d'Ivoire dans la période, et donc
on met une chambre préliminaire pour faire des enquêtes, etc., en disant on a des gens à Abidjan, etc. Et puis ils avaient quand même une partie du dossier. En ayant pendant 7 ans fait le dossier sur Gbagbo, il y avait une grande partie du dossier qui se retournait contre les autres, puisque c'est comme ça que Gbagbo a été acquitté, parce que c'est les témoins de l'accusation qui se sont eux-mêmes pris les pieds dans le tapis. Et donc ce dossier-là est parti dans cette chambre préliminaire. Nous sommes aujourd'hui en 2026. Je ne sais pas si vous avez entendu parler dans les journaux, à la télévision ou ailleurs. Moi, j'ai plus jamais entendu parler de ça. Ouais. Et les Ivoiriens non plus. Ouais. Tout ce qu'ils ont entendu, c'est que le bureau de la CPI d'Abidjan fermait et que la CPI disait on ferme le bureau, mais on ne ferme pas le dossier. On peut très bien travailler sur le dossier avec des visites régulières à Abidjan pour des suivis, etc. Mais on peut travailler depuis La Haye, etc. Et on a des... Donc ça veut dire que la chambre préliminaire avec ce dossier Côte d'Ivoire existe. Et tout ce qu'a dit Gbagbo c'est pas de dire je saisis la CPI, etc. La CPI est saisie depuis. C'est pas lui qui avait décidé à l'époque. Il a simplement demandé à son avocat principal qui l'a suivi à la CPI, Maître Emmanuel Altit, qui connaît le dossier, non seulement de Laurent Gbagbo, mais de la Côte d'Ivoire, de s'enquérir auprès de la CPI où en est ce dossier. Bien sûr. Et il va falloir répondre. Et parce que de toute façon, la situation de 2010-2011, elle est toujours là. Au niveau des morts, et comme on dit, on veut faire son deuil, il faut déjà savoir ce qui s'est passé. Mmh. Et la Côte d'Ivoire ne peut pas faire son deuil de cette situation-là, tant qu'on ne sait pas tout. Ouais. Et bien entendu, généralement, dans une histoire où il y en a deux, s'il y en a un qui est acquitté, l'autre, il a un problème. Ouais. Hein, c'est pas simplement pour la Côte d'Ivoire, c'est en règle générale. Donc maintenant, attendons la suite. Mais c'est quelque chose, il fallait bien que quelqu'un, à un moment donné, dise on en est où ? Ben oui, bien sûr. Et c'est là où le président a très bien joué en disant mais maintenant, il faut qu'on sache où on va. Exactement. Et il a été aussi président pendant 10 ans. Quand même. Donc il se sent responsable aussi auprès des Ivoiriens. Bien sûr, bien sûr. Et moi d'ailleurs, je voudrais quand même qu'on s'arrête un peu sur cette première phrase de Gbagbo tout début de son procès où il pose la question qui a gagné les élections. Mais en vrai, tout est là, dans cette question. Tout est résumé dans cette question. Parce que si on sait qui a perdu, c'est celui qui a perdu qui n'a pas reconnu sa défaite, c'est celui qui est à l'origine. C'est exactement les phrases qu'il a prononcées. C'est exactement ça. Et ça, malheureusement, effectivement, vous avez tout à fait raison. C'est là où je pense que vous avez raison quand vous dites qu'on écoute Gbagbo, mais on ne s'arrête pas très souvent sur les phrases qu'il prononce, parce que là, c'est vraiment d'une grande profondeur. Et donc, aujourd'hui, on arrive à ce que celui qui a perdu les élections, c'est-à-dire Dramane Ouattara, c'est lui qui a perdu les élections. C'est pas moi qui le dis, c'est Bourgi qui le dit. Et si je fais un peu... excusez-moi le mot, l'andouille, j'ai dit, je vais raisonner par un syllogisme basique aristotélicien, je dirais, donc, si on part de ce postulat, cette question, qui a gagné les élections, qui a perdu les élections en 2010, aujourd'hui, Bourgi nous apprend, et beaucoup, nous le savons dans tous les milieux, c'est Alassane Ouattara qui a perdu les élections en 2010. Et de là, c'est la première voiture, comme vous l'avez dit en off, qui a cogné le derrière de toutes les voitures qui se sont cognées jusqu'à la fin. C'est la première voiture là qui est responsable et c'est son assurance qui paye. Et donc, in fine, Alassane Ouattara, c'est lui qui est à l'origine, parce qu'il a perdu les élections de 2011, à l'origine de tous les morts en Côte d'Ivoire. Est-ce que la justice internationale aura le courage de prendre Alassane Ouattara et de le foutre en prison ? Ça, c'est la question qu'on attend de voir. Pour l'heure, ce monsieur qui a perdu les élections et qui visiblement et techniquement, on verra ce que la justice dira, le petit voyou qui est à l'origine de tous les malheurs de la Côte d'Ivoire, c'est lui qui règne de mettre en Côte d'Ivoire. Sauf qu'en Côte d'Ivoire, il y a des problèmes. Il y a des problèmes de drogue. On a le fameux problème qui s'écoule l'Europe avec l'affaire Epstein. Moi, je voudrais vous poser une question. Quelle est la place de la Côte d'Ivoire dans ce que je pourrais appeler le trafic de drogue en Afrique de l'Ouest et aussi le rapport avec le Hezbollah ? Je vais vous répondre à ça, mais je vais finir sur ce que vous disiez tout à l'heure, parce qu'il y a une chose importante que je n'avais pas dite, et vous l'avez évoquée, c'est quand même, ces derniers mois, la sortie médiatique de Robert Bourgi, le frère d'Albert qui nous a quittés récemment, et c'est le lieu de lui rendre hommage aujourd'hui. Oui. Et je ne connaissais pas Robert. J'ai lu son livre. Comme tout le monde, j'ai lu ce qu'il avait dit à propos de l'élection. Et les événements nous ont conduits à nous croiser pour les obsèques de son frère. Et
il m'a répété personnellement que, bien entendu, ce qu'il avait écrit, c'était vrai. Et je lui ai dit, vous concédez aujourd'hui que... Et il n'a pas dit non. Donc, on a quand même un témoin de l'époque, qui est quand même un témoin important. Qui a écrit un livre. Qui a écrit un livre, qui a seulement écrit le livre, mais qui l'a ensuite répété dans des interviews télévisées. Quand il a dit que Sarkozy allait vitrifier Gbagbo, il a dit ça devant un journaliste de France 24 que je connais bien. L'émission s'est terminée, le journaliste m'a envoyé le passage directement sur WhatsApp pour me dire « Bernard, tiens, tu vois ce qu'a dit ?» Donc, ça a été... C'est quand même quelque chose de fondamental. Hein. Et quand on relit ce que j'ai écrit dans mon livre sur les derniers moments avant le 11 avril, les réunions à l'Élysée pour faire ce qui s'est passé le lundi 11 avril, le bombardement de la résidence, etc., c'est quand même des informations que j'avais directement, et ça correspond exactement à la vitrification dont parlait Sarkozy à Bourgie. Mmh. C'était en filigrane dans mon livre. Donc, j'ai pas été surpris. Hein. Mais c'est bien que ces choses, on dit toujours, vous savez, ça va sans dire, ça va mieux en le disant et ça va encore mieux en l'écrivant. Mais là, Bourgie l'a écrit. Et bon. ouais. Donc, on est rassuré. Ouais. Pour la Côte d'Ivoire, il y a tellement de choses à dire. Et l'histoire de la drogue, c'est un sujet grave et qui remonte à très longtemps. Qui monte il y a tellement longtemps. Je vais vous faire une anecdote qui a peut-être été oubliée par les plus jeunes ou que les jeunes n'ont pas pu connaître puisqu'ils n'étaient pas nés. C'est qu'en 1986, vu mon âge, j'étais déjà bien installé dans la vie. Jacques Chirac est élu président de la droite gagne les élections législatives et Jacques Chirac est nommé par Mitterrand Premier ministre en tant que patron de l'opposition qui est majoritaire à l'Assemblée. Et le jour de l'investiture, de la prise de fonction de Jacques Chirac à Matignon, il y a 3 explosions aux Champs-Élysées, dans 3 bâtiments, dont un qui s'appelait le Point Chaud. S-H-O-W, mais ça a été chaud aussi. Et il y a eu des enquêtes. Et à l'époque, c'était encore, en 88, c'était encore l'Union soviétique. Et dans le système de l'Union soviétique, les États satellites de l'Union soviétique étaient toujours tous dédiés plus ou moins à quelque chose. Par exemple, l'Allemagne de l'Est, c'était les rois au niveau des espions, les Bulgares faisaient des parapluies, entre guillemets, ouais. Et les Tchèques étaient les spécialistes des explosifs. Et il y avait ce fameux C4, qui était un explosif utilisé en général, dans les milieux de terrorisme international ou de libération internationale, en particulier par tout ce qui tournait autour de l'OLP. Et on a su après que c'était des gens proches de l'OLP qui avaient fait sauter ce bâtiment avec du C4. Et dans Le Figaro, quelques semaines après, il y avait dans le cadre des enquêtes, il y avait un article dans Le Figaro agrémenté d'un dessin où il y avait une carte du Moyen-Orient, de l'Afrique et de la France, où on voyait des flèches, Beyrouth, Abidjan, Paris. Et ce papier, cette illustration, c'était sur un papier qui expliquait que le C4 qui avait été utilisé à Paris, et les gens qui sont dans les services spécialisés de la police savent bien comment ça se passe, ils peuvent analyser les échantillons et retrouver ce qu'on appelle le stock mère. C'est-à-dire, ça laisse toujours une trace, une visibilité. Et d'une façon ou d'une autre, c'est pas moi le policier, ils ont retrouvé le stock mère qui était enterré dans une lessiveuse, une espèce de grosse... un peu plus gros qu'un seau, au pied d'un arbre, vous savez pas où ? Ouais. À Bingerville, en Côte d'Ivoire. C'était dans l'article du journal. Ça date de 86. D'accord. Expliquant royalement que, donc, il y avait déjà cette ville. Nous sommes en 86. Là, nous sommes en 2026. 40 ans plus tard. 40 ans plus tard, oui. Et il y a quelques jours, il y avait encore le FBI à Abidjan, puisqu'ils ont un bureau à Dakar, qui est leur bureau Afrique.
Et ils avaient envoyé une équipe à Abidjan pour demander aux autorités ivoiriennes l'avancement du dossier sur la drogue, parce que la Côte d'Ivoire est devenue une des plaques tournantes aujourd'hui de La drogue. la drogue. Et après, il y a eu la Guinée-Bissau, il y a des problèmes en Guinée-Bissau, il y a eu la Guinée, et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est au cœur du problème. Mais en Côte d'Ivoire, il y a un problème aussi, c'est qu'il y a une très grosse communauté qui vient du Moyen-Orient, Le Liban. qui est, comme disait Houphouët-Boigny, les Libanais sont la 73e tribu de la Côte d'Ivoire. L'immense majorité des Libanais de Côte d'Ivoire sont des gens formidables. Et il peut y avoir dedans des gens qui s'immiscent et qui profitent de ça pour... Moi, je ne suis pas policier. J'observe, je regarde et je vois ce qui se passe. Et si les Américains du FBI ou de la DEA envoient des gens à Abidjan et... malheureusement... Ahmed Bakayoko nous a quittés, mais il y avait eu à l'époque des rumeurs très lourdes avec des articles dans des journaux internationaux comme le journal Vice au Canada qui avait écrit là-dessus. Il y a un problème. Et pour les Américains, par exemple, le problème, il y a la drogue en elle-même, ce qui est déjà un délit international lourd. Et on vient de voir ce qui s'est passé avec Maduro au Venezuela. Le problème pour les Américains, c'est qu'en plus du problème de la drogue en elle-même, il y a un dégât collatéral, si on peut dire, c'est qu'une partie de l'argent de la drogue est recyclée dans des organisations terroristes internationales que les Américains pourchassent. Donc ça fait deux bonnes raisons. Oui. Et des raisons graves pour les Américains. Et si je lis les journaux, l'exécutif américain... est plus dans un rôle d'exécuteur aujourd'hui que jamais. Bien sûr. Donc, attention pour la Côte d'Ivoire. Et quand on veut relier ça à d'autres dossiers qui viennent se télescoper, si on peut dire, parce qu'ils n'ont peut-être pas un lien direct entre eux, mais tout ça se finit par se télescoper et à s'amalgamer. Il y a l'affaire Epstein. Oui. Bon, c'est une affaire qui est quand même relativement ancienne. Pour les gens qui s'intéressaient un petit peu... Moi, j'ai lu des bouquins sur Epstein il y a 5, 6, 7 ans. Oui. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'était déjà écrit dans les livres il y a 7 ans. Ouais. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'hier en France, on est sur les mails de la dernière livrée, entre guillemets, de 3 millions de documents sur Epstein. Mais il y a un journal français qui vient de sortir qu'une grande partie des emails qui concernaient la France étaient déjà connus des services français depuis 6 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient été saisis lors d'une perquisition dans le fameux appartement de l'avenue Foch. C'est ça. Donc, les services financiers, les services policiers français savent depuis 6 ans ce qu'il y a dans ces mails. Parce que ce sont des mails qui datent des années 2010, 2012, 2011 ou même avant. Et hasard du calendrier des trucs, c'est que dans ces emails, la Côte d'Ivoire réapparaît à l'écran. Ah ouais. Il y a par exemple, Epstein était en contact avec Ehud Barak, qui a été Premier ministre d'Israël, mais avant d'être Premier ministre, qui avait été au Mossad, et qui, après le Mossad et la primature en Israël, a été à la direction de sociétés liées au service de la défense israélienne pour vendre des armes israéliennes dans le monde, non seulement des armes létales, mais aussi des systèmes d'écoute, etc. Et il est connu publiquement et ça a été prouvé encore dans les derniers emails, que déjà à l'époque de Bakayoko, il y a un rapport entre Epstein, Bakayoko et Ehud Barak pour vendre des systèmes à la Côte d'Ivoire. Oui. C'est fait qu'aujourd'hui, les services ivoiriens sont dotés de systèmes d'écoute pour l'opinion sur les Ivoiriens qui ont été achetés grâce à Epstein et à ses relations avec Barak et avec Bakayoko. Ah ouais. Ça, c'est dans les emails. C'est pas moi qui le dis, c'est les réalités. Bon, maintenant, aux Ivoiriens d'en tirer les conséquences eux-mêmes. Vous avez une jeune femme qui s'appelle Nina Keita. Je ne vais pas l'attaquer à titre personnel, mais c'est une jeune femme mannequin aux États-Unis. Nina Keita, qui est ivoirienne. Qui est ivoirienne, qui vit aux États-Unis, qui est mannequin, et qui se retrouve, puisqu'elle serait la nièce
je sais pas par quelle branche de Ouattara, à être la directrice adjointe de la Gestossi. La Gestossi, c'est le service de gestion des hydrocarbures en Côte d'Ivoire. Oui. Bon, c'est comme si vous aviez la nièce d'un grand chef, du Premier ministre français, par exemple, qui est mannequin dans l'agence élite et qui se retrouve à la direction de Total. C'est ça. Bon, les polytechniciens dans la salle de réunion, ils vont tourner de l'œil. Et comme complètement. Bon, et on s'aperçoit que cette jeune femme a quand même fait des visites dans l'île d'Epstein. Ah ouais. C'est dans ce qu'on appelle les logs, c'est-à-dire les voyageurs qui sont notifiés dans le dossier Epstein. Et c'est cette femme qui se trouve à la tête de la Gestossi. Elle est vice-directrice adjointe de la Gestossi. Ah ouais, c'est impressionnant ça. Bah, c'était déjà impressionnant le fait, même si elle n'avait pas pris l'avion d'Estaing, déjà c'est impressionnant de passer du statut de mannequin au statut de chef d'entreprise ou de dirigeant d'une société d'État du niveau de la Gestossi, parce que c'est pas simplement l'arachide ou quoi que ce soit, c'est le pétrole. On est dans un autre domaine. Hein. Donc, tout ça mis bout à bout fait en sorte que les Ivoiriens, aujourd'hui, ils sont dans une situation où ils voient un État qui n'existe plus, une société qui se délite, des carrières fulgurantes dans telle ou telle condition, et puis des problèmes. On parle, par exemple, aux États-Unis des problèmes de l'immigration, ou en France, etc. Mais en Côte d'Ivoire, il y a 30% de la population qui n'est pas d'origine ivoirienne. Bien sûr. Et ça remonte à longtemps. La Côte d'Ivoire est un pays neuf qui a été longtemps occupé par une puissance coloniale. Je ne peux pas nier que j'en fais partie en tant que Français, mais je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé. Moi, j'avais quelques années dans ces époques-là et je ne voyais pas les choses de la même façon. Mais ces étrangers, moi, quand j'ai grandi là-bas, d'ailleurs, on parlait même pas des voltaïques ou des burkinabés quand j'étais gamin. On disait Mossi. Moi, j'avais des copains Mossi. On ne disait pas si t'es voltaïque, etc. T'es Mossi. Mon père a construit les ponts d'Abidjan. 80% des ouvriers de la société étaient Mossi. Et moi, je me rappelle quand j'étais gosse, mon père disait, mais c'est des formidables travailleurs. Et pour la colonie française, les gens venaient de Ouaga, de Bouaké, de Korogo ou d'Abidjan, c'était pareil. Hein, donc il n'y avait pas de problème. Quand j'étais gamin, j'ai jamais ressenti, à part, il y a eu un petit problème en 59, de façon très, très précise pendant quelques semaines, entre les Dahoméens, futurs béninois, et Togolais, avec les gens, les ébriers de la région d'Abidjan. Oui, j'ai lu une histoire comme ça. Moi, j'étais élève à l'école. Je peux vous dire qu'un matin, j'arrive dans ma classe, il manquait 15%, 20% des élèves qui étaient des enfants d'origine dahoméenne ou togolaise, qui avaient été renvoyés avec la protection française vers leur pays d'origine, parce qu'il y avait eu des troubles graves qui n'avaient pas duré très longtemps. Mais enfin, ça, c'était un cas particulier. Mais là... Et sous Fouette-Boigny et sous Laurent Gbagbo, il n'y a pas eu de pression contre l'immigration en tant que telle. Bien sûr. Et il y a même eu sous Fouette-Boigny des ministres. Moi, j'étais au ministère des Finances en 75-77. Le ministre du Budget s'appelait Mohamed Diawara, il était malien. Oui. Hein ouais. Il était malien, donc il y avait pas ces problèmes-là entre... et aujourd'hui, Ouattara a indirectement remis ce problème d'immigration ou d'étrangers sur la table. Ah oui. Par le fait qu'il a nié son histoire. Ouais. Moi, je l'ai écrit et j'avais toujours dit que celui qui a toujours dit que Ouattara était voltaïque ou burkinabé, c'est Ouattara lui-même. Tous ces actes posés à quel moment que ce soit de la vie, jusqu'à qu'il soit président de la Côte d'Ivoire, n'ont été posés que comme voltaïque ou burkinabé. Puisque vous parlez de ça, moi, je réfléchis sur la Côte d'Ivoire et je reviens à cette affaire des 4 des séjours. Et je me dis que quand je vois comment Dominique Ouattara est passé du Fouette-Boigny à Dramane Ouattara,
et que c'est comme si elle avait anticipé. Et je me suis dit, peut-être que j'ai un esprit complotiste, peut-être que j'ai réfléchi un peu trop, donc j'exagère. Peut-être Ouattara, je me dis que la carte de séjour a permis à Ouattara de prendre la mesure du nombre d'étrangers en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'en instaurant la carte de séjour, il a su désormais qu'il y avait une masse importante d'étrangers en Côte d'Ivoire. Et de là, il a tiré la conclusion que pour m'installer en Côte d'Ivoire, je pouvais m'appuyer sur les étrangers en flattant les étrangers. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe ou... Non, je pense qu'il y a, vous savez, on prête souvent aux gens des analyses à moyen, long terme. Par exemple, Dominique Ouattara, je pense qu'elle a fait ce qu'on appelle en anglais trial and error, c'est-à-dire au fur et à mesure, elle allait dans une direction, allait dans une autre, etc. Et le hasard de la vie, au fur et à mesure, elle a grimpé les échelons et à chaque fois, elle a été capable de sauter d'un caillou à l'autre sans se mouiller les pieds. Ça, c'est la grande force qu'elle a eue à l'époque et qu'elle a peut-être encore un peu aujourd'hui. Mais pour le reste, Ouattara, il savait qu'il y avait beaucoup d'étrangers. Parce que moi, je dirais dans le sens, il savait qu'il y en avait beaucoup. Donc, on pouvait facilement leur prendre de l'argent. Ça ferait plaisir aux Ivoiriens de voir que c'est les autres qui payent. Hein, donc on fait payer les étrangers parce qu'ils sont là. Et puis ça fait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État à une époque où Ouattara est installé par Houphouët-Boigny pour essayer de régler les problèmes financiers lourds de la Côte d'Ivoire. Donc il faut trouver de l'argent partout. Exactement. Donc là, c'est une taxe bienvenue. Mais elle a une connotation politique que Gbagbo a bien vue. Et quand Gbagbo devient président, c'est lui qui a enlevé la carte de séjour. Bien sûr, donc, étrangement. Et donc, celui qui est soi-disant le xénophobe, le anti-musulman, etc., il retire la carte il enlève la carte de séjour, il se promène en boubou dans la présidence, et celui qui est soi-disant la victime, c'est lui qui avait mis la carte de séjour et qui passe son temps habillé en costume cravate. Et qui pendant le mois de Ramadan et qui pendant le mois de Ramadan trouve un boubou pour aller se montrer aux populations. Ouais. Enfin, pour Ouattara, comme je disais, c'est pas moi qui le dis non plus, c'est l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à l'époque qui est décédé, Renaud Vignal, en 2011, pas en 2011, en 2001, quand Gbagbo est président et qu'il fait le forum de réconciliation, à la fin du forum, qui est présidé d'ailleurs par Eliman Diarra, qui n'est pas un Gbagboïste convaincu, il demande à faire venir... Bédier devrait rentrer en Côte d'Ivoire, et Ouattara, qui est aussi à Paris, le faire revenir pour avoir une espèce de réconciliation au sommet. Et Ouattara fait du surplace à Paris. Et l'ambassadeur de France, en Côte d'Ivoire, Renaud Vignal, vient à l'appartement parisien de Ouattara pour lui dire de venir. Et il fait une note au Quai d'Orsay. Et cette note de Quai d'Orsay, je l'ai eue et je l'avais remise dans mon livre. Oui, et à un moment donné, il dit, et j'avais vérifié que ça soit bien sûr à l'époque, et si j'ai vérifié sur le calendrier du Ramadan, il dit noir sur blanc, le maître de maison, c'est-à-dire Alassane Ouattara, arrive, et puis il y a des canapés de foie gras, etc. Et il prend 2 whisky bien tassés avant la rupture du jeûne, en cette période de Ramadan. Que ce soit avant ou après la rupture du jeûne, déjà, je ne pense pas que les musulmans pratiquants vont rompre le jeûne avec du whisky. Jamais. Hein, déjà. Déjà. Et c'est l'ambassadeur de France qui l'écrit dans sa note au Quai d'Orsay. Ouais. C'est pas moi. Alassane Ouattara, c'était menteur. Hein. C'est à la limite d'être hallucinant. Bah oui, c'est hallucinant. C'était menteur. Il s'est fait passer pour ce qu'il n'est pas. C'est ce qu'a toujours dit Gbagbo. Et aujourd'hui, on parlera peut-être tout à l'heure de quelqu'un dont l'actualité récente vient de remettre sur la table. Big Togo. Monsieur Big Togo. Gbagbo dit un jour à tous ces gens-là, il pensait peut-être à Big Togo, mais à Soro et à d'autres, il a dit, vous battez pour un homme que vous ne connaissez pas, parce que vous finirez au mieux en exil, mais au pire en prison, sinon tué. Et aujourd'hui, on a des morts, des prisonniers et des exilés. C'est ça. Et des gens qui sont en instance d'eux. C'est ça. En particulier le monsieur dont on a cité le nom. Donc, tout ça, ça démontre qu'il faut que la Côte d'Ivoire sorte totalement de cette situation qui est
Pas supportable, pas tenable aussi. qui est létale. Et complètement. Qui est létale pour un État de droit. Exactement. Et si je rebondis sur, finalement, Big Togo, c'était des rumeurs, il n'a pas été arrêté. J'ai vu sur Facebook avant-hier, bon, le personnage de Big Togo n'est pas intéressant lui-même. Oui, je sais. Le hasard de la vie a fait que je l'ai connu par hasard. Et c'est même lui qui s'est précipité pour me connaître. C'était en janvier 2000. Je sortais du bureau du général Gay. J'étais à l'époque avec Ahmed Bassam et m'avait demandé d'aller voir le général pour les histoires de notre société. Et en descendant l'escalier, parce qu'à l'époque, Gay était encore dans les bureaux de la primature, on ne s'était pas encore installé au palais. Je descends l'escalier et il y a un monsieur en bas qui me dit « Vous avez vu le général ?» J'ai dit « Oui ». Et il me dit « Ah ben voilà, voilà ma carte, on pourrait se voir, vous avez un téléphone ?» Moi j'étais pressé, je lui ai donné mon 06, comme on dit. Et puis je suis rentré en voiture avec un ami qui me conduisait. Et c'est à ce moment-là que je regarde la carte avec le nom et je lui montre. Et mon ami me dit « Mais c'est Adama Big Togo, mais j'ai grandi avec lui au quartier Dallas à Adjamé. Son père, il vendait des colas au Nangré à Bourgois, là, etc. C'est un petit voyou. » Ah ouais. C'était en janvier 2000. Et Ah ouais. alors à ce moment-là, je lui ai dit « Ah bon ?» Et puis le lendemain, ce Big Togo m'appelle au téléphone. « Monsieur, c'est moi qui vous ai donné ma carte. » J'ai dit « Oui. » Il me dit « Je vous invite au Toit d'Abidjan, qui est le grand restaurant au sommet de la Tour Ivoire, demain à telle heure, etc. » Bon, j'ai dit « J'y vais. » Et je dis à mon ami, c'était pas n'importe qui, c'était Pierre Djedje, paix à son âme, qui est le monsieur qui avait ramené son parent, Laurent Gbagbo, le 13 septembre 88 à Abidjan après son exil français. Français, ouais. Et Pierre était un de mes vieux amis personnels pour des histoires de... Il avait été joueur à la SEC et on était très liés dans le football, etc. Et j'ai dit à Pierre, toi, tu as connu ce gars-là, tu m'as dit, viens déjeuner avec moi parce que je ne veux pas me faire raconter des histoires. Et on arrive à l'hôtel Ivoire, on monte en haut de la tour, et là, je vois notre monsieur Big Togo dans le salon d'attente avec la bouteille de champagne ouverte, les verres remplis, un gros cigare au bec. Il avait enlevé sa veste, il avait son pantalon tenu par des belles bretelles à l'américaine, enfin vraiment le Golden Boy, avant l'âge, et qui me dit « Monsieur Houdin, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ?» Là, j'ai regardé Pierre, j'ai regardé Big Togo, je me suis levé, je lui ai serré la main, j'ai dit « Monsieur Big Togo, je pense qu'on ne ferons jamais rien ensemble. » Et je suis parti. Ça ne l'a pas empêché, après, quand j'étais en France dans les années 2012-2013, quand il m'a croisé par hasard dans Paris, d'essayer de venir me saluer, etc. C'est un monsieur, Big Togo, c'est une catastrophe pour la Côte d'Ivoire. Et il n'est pas le seul. Il y a ses frères, en particulier celui dont on parle le moins, mais Mimouni, qui est Michel, qui a un restaurant club dans le nord de Cocody et qui est lié sans doute à des milieux qui ne sont pas recommandables. Ouais. Mais ce Big Togo paye aujourd'hui le prix de sa croyance dans les arbres, comme disait Churchill, comme disait Rudyard Kipling, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. C'est ça. Et Big Togo, il a cru que les arbres montaient jusqu'au ciel. Et il va tomber de là où il est monté dans l'arbre. Ouais. Et s'il n'a pas été arrêté ces jours-ci, je pense qu'il était à Paris jusqu'à hier, il serait rentré à Abidjan dans le vol d'hier, à vérifier. Mais ce monsieur a son avenir derrière lui, comme beaucoup de gens dans la Ouattari. Ouais. Et je pense que la chute de Big Togo, qui me semble inéluctable, va entraîner la chute d'autres, et ça va faire un effet domino qui va arriver jusqu'au sommet. D'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. Je ne suis pas l'enchanteur Merlin et je vais raconter la suite tout seul, mais je sens, connaissant ces gens-là, connaissant leur façon de réfléchir, etc., à un moment donné, vous savez, le pouvoir est très cruel. Pour sortir de la Côte d'Ivoire et revenir sur Epstein et la France, vous avez le cas de Jack Lang aujourd'hui. Ouais. Oui, bien sûr. Jack Lang, ça fait des années, des 40 ans qu'il est dans le sommet de l'État. Plus de 40 ans. Ah oui. Depuis Mitterrand. Et il y a cette fameuse affaire qui déborde aujourd'hui.
il finit par sortir de sa présidence de l'IMA, l'Institut du monde arabe, et le lendemain matin, tout le monde se déchaîne à la radio ou à la télévision pour dire « Ah oui, mais il ne payait pas ses factures, on lui a filé 500 000 euros de costume. » Fillon, il serait content d'apprendre ça. Fillon, c'était 15 000 euros seulement. Fillon, c'était 15 000, ça lui a coûté la présidence. C'est 500 000, il est resté 40 ans. Et tout à l'avenant. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui, la société, quand on met quelqu'un en pâture, sur la truc, c'est terrible, c'est horrible. À la limite, on en viendrait à avoir un peu de sympathie pour ce pauvre gars qui se fait lyncher publiquement. Et c'est tous les gens qui sont autour, qui se déchaînent aujourd'hui, qui sont autant responsables que la personne qui est lynchée. Exactement. Parce qu'ils ont profité du système pendant des années. Quand je vois des gens qui étaient proches de lui et qui aujourd'hui le vomissent, des journalistes, des hommes politiques, des hommes d'affaires, etc., c'est pas convenable, comme on dit. Et pour revenir, je vais transiter par Bictogo toujours, avant de venir à Soumaïla Bredoumi, parce que je voudrais qu'on aborde un peu, ça dépendra de vous, de jusqu'où vous allez aller avec Soumaïla Bredoumi, parce que moi je me suis trompé sur le compte de Bredoumi et je le reconnais. Je pensais que Bredoumi était un homme intelligent et finalement je crois que je me suis trompé. Mais je voulais transiter par Bictogo. Qu'est-ce que Ouattara peut reprocher à Bictogo? On sait forcément que Ouattara avait placé son frère donc à sa suite, donc Bictogo est une menace. Mais il me semble que Bictogo est enfouré dans des histoires de corruption, d'argent. Est-ce que vous en savez? Le problème, c'est que les gens, il suffit de lire la presse, de lire les informations en général et d'avoir un peu de mémoire. Sans remonter jusqu'à tout début, il y a eu en 2005 en Côte d'Ivoire le problème du Probo Koala, ce bateau qui a déversé des déchets toxiques. Il y a eu des organisations pour les victimes et que les victimes reçoivent des compensations, des indemnisations, etc. Et on s'aperçoit que Bictogo a été derrière une des sociétés d'indemnisation, entre guillemets, qui ont détourné des sommes importantes de cette indemnisation. Ça fait un. Une deuxième, il est ministre de l'intégration africaine dans un des gouvernements de Ouattara. Il se retrouve au Mali avec Ouattara. Au même moment, à Abidjan éclate une affaire financière liée à ce problème des indemnisations et des détournements. On parle de 650 millions CFA. Un demi-milliard d'euros. Enfin, un demi-million d'euros. Un peu plus. 600 ou 650 millions CFA. On en parle à l'époque, dans les journaux ivoiriens, dans la presse française, etc. Ouattara rentre avec Bictogo à Abidjan et il sort Bictogo du gouvernement. Donc on peut dire qu'il va être enquêté, il va être mis sous enquête, vérifié tout ça et finir peut-être en prison. Non, il finit président de l'Assemblée nationale. Sauf que Ouattara tient ça. Parce que le gars, il est au bout de la perche. C'est ça. Hein, il monte Snedaï, la société et il l'a monté à l'époque. Le président Gbagbo était au pouvoir. Les élections. Snedaï, c'est pour faire les passeports, les cartes d'identité, etc. Exactement. Et à l'origine. On l'a accusé d'avoir détourné l'argent de ça. Il dit non, et le comptable ou le directeur financier de sa société, qui a fui à l'étranger pour pas être à la MACA, enfin au PPA aujourd'hui, parce que... c'est vrai, PPA, oui. Je sais pas si Ouattara a le sens de l'humour jusqu'à ce niveau-là, mais... J'ai entendu Gbagbo le dire, mais comme dit Gbagbo, on va au PPA. Ouais, on va au PPA, Bon, donc, je dirais la MACA, parce que pour moi, ça parle plus. Au lieu de se trouver d'aller à Maca, il s'est enfui, le gars. Mais il a fait une espèce de confession publique dans Facebook ou ailleurs pour expliquer la méthodologie d'un société. Et il dit il n'a pas détourné d'argent. Mais vous savez, quand on dit qu'on veut tourner son chien, on dit qu'il a la rage. C'est ça. Là, Ouattara et l'entourage de Ouattara, ils vont trouver tout ce qu'ils peuvent trouver ou tout ce qu'ils vont vouloir mettre en place et démontrer que c'est Ouattara, que c'est Bictogo. Donc je pense que s'il faut mettre une pièce aujourd'hui, je ne la mets pas sur Bictogo. Ça, c'est clair. C'est clair. Mais les autres suivront. Mais dans cette affaire de Bictogo, c'est un perpétuel. Il y a Snedaï, il y a une société de transport lagunaire, d'ailleurs, avec des bateaux, genre bateau-mouche. Ouais. Le premier bateau, d'ailleurs, il l'avait inauguré en grande pompe et il l'avait appelé Dominique.
Ah ouais. Le nom du premier bateau, c'est Dominique. Oui. Il avait tout fait pour se faire bien voir. Mhm. Je ne sais pas où en sont ces bateaux aujourd'hui. Je ne sais pas où en est sa société lagunaire aujourd'hui. Mhm. Tout ça. Donc, c'est des gens qui montent des coups pour avoir de l'argent, qui Oui. détournent des milliards et des milliards, et puis qui, à un moment donné, ils se retrouvent devant le mur. Et quand on est devant le mur, pour le grimper, c'est pas simple. C'est pas simple, ouais. Effectivement. Et je pense il ne va pas être le seul, mais pour l'instant, il a l'air d'être la tête de liste dans le système qui est en place aujourd'hui. Ouais. Et ça me permet justement de revenir à comment on fait pour être Brédoumou Soumaïla quand on passe du non au 4e mandat pour avoir prononcé un discours à l'occasion de la mise en place du Front commun pour se retrouver à vice-président de l'Assemblée nationale. Est-ce que, alors que Babou, qui est l'opposant historique du PDCI, a dit qu'il faut sauver le PDCI au nom de la pluralité politique, au nom de la pluralité des opinions, au nom des idéologies, il faudrait sauver le PDCI. Et Tidiane Thiam et Brédoumi sont allés inféoder le PDCI au RHDP. Est-ce que c'est la fin du PDCI, M. Bouda? Quand on parle du PDCI, il faut ne pas faire un amalgame entre certains responsables du PDCI et le PDCI en tant que suite historique du parti monté par Houphouët-Boigny et qui est imprégné dans une grande partie de la population ivoirienne, en particulier dans la communauté baoulé, mais pas que, et qui a en son sein des centaines, sinon des milliers de gens qui sont dédiés à assurer l'avenir de ce parti dans des conditions de vie politique normale, entre guillemets, comme dirait Gbagbo, c'est-à-dire respect du droit, de la démocratie, des règles, etc. Il y a quelques personnages dont certains s'étaient déjà, depuis un certain temps, mis dans les pattes de Ouattara. Et à un moment donné, malheureusement, le président Bédié, dans l'appel de Daoukro, avait aussi fait un très gros accroc sur l'histoire du PDCI, qui, avant cet appel de Daoukro, avait déjà participé dans l'affaire de 2010-2011. Et il faut se rappeler ce que disait l'ambassadeur de France, Simon, quand il a quitté la Côte d'Ivoire en 2012, en disant « Je viens saluer le président Bédié, qui avait accepté de ne pas aller au deuxième tour des élections de 2010. » Mais on ne peut pas accepter de ne pas aller au deuxième tour. C'est le résultat du premier tour qui vous qualifie ou pas. C'est pas un choix personnel de dire « Ah ben je vais y aller, je vais pas y aller, etc. » Donc si l'ambassadeur de France dit Bédié a accepté de ne pas aller, c'est qu'on lui a mis sur la table un deal, pour parler comme certains, un deal disant bon, tu vas pas au deuxième tour, mais tu seras dans la mouvance du système. C'est ça. Parce que normalement, il était deuxième. 600 000 voix. Oui, mais en plus, une chose qu'on ne dit pas tous les jours, il avait 3 jours pour faire ses réclamations. Exactement. Il ne les a pas fait. Il les a pas fait. Mais qui dirigeait le service juridique du PDCI et de la campagne de Bédié à l'époque? C'est qui? C'était Aoussou Jano, son avocat. Ah oui. Et Aoussou Jano, il n'a pas déposé pour les 600 000 voix dans les 3 jours. Oui. Donc Bédié a été forclos. Et Aoussou Jano a quand même eu une carrière de Premier ministre et de président de l'Assemblée nationale, de président du Sénat sous Ouattara. Ah, attendez, mais c'est vous. Attendez, donc. Je le connais bien parce que c'était l'avocat de ma société à une époque. Donc, Aoussou Jano, il n'y a aucun secret pour moi. Ben oui, c'est pour ça que j'aime vous recevoir. Parce que moi, je n'avais pas fait la relation. Parce qu'effectivement, dans mes enquêtes, j'avais compris que c'était Paul Yaoundé, c'était le secrétaire. Donc, Paul Yaoundé avait appelé son secrétaire le jour où Aoussou Jano, les notaires et l'avocat de Bédié sont venus déposer la requête d'Henri Konabédé pour les 600 000 voix. Ils sont venus après 18 heures. Et ça, il n'a pas déposé en temps et en heure. Mais Aoussou Jano, et le même Aoussou Jano... c'est le même Aoussou Jano qui fera carrière sous Ouattara. Mais je vais vous donner une anecdote personnelle sur Aoussou Jano. Ouais. Nous sommes en fin janvier, début février 2000. Ouais. Bédié est en exil en France depuis le 24 décembre 99. Et j'arrive à son bureau qui était pas loin de la cité financière, un petit peu avant la vieille église Saint-Jean à Cocody. Ouais. Et il est tard, il est 20h, 21h, et il est à son bureau. J'avais besoin de le voir absolument pour un dossier pour notre société, quand j'étais avec Ahmed Bassam. Et Aoussou me dit « Bernard, donne-moi 5 minutes, je suis en train de finir un dire. »
C'est-à-dire, en termes d'avocat, c'est-à-dire une déclaration qu'il doit faire pour le tribunal à Paris, parce que je démontre dans mon dire que Bédier est président de la Côte d'Ivoire, il a été enlevé par un coup d'État juridiquement illégal, donc il est déjuré président de la Côte d'Ivoire, et donc il jouit de l'immunité du président, alors que Ouattara a poussé Gueye à demander son extradition de la France pour le juger en Côte d'Ivoire. C'est ça. Rappelez-vous bien ça. Ah bah oui, Donc oui, oui. c'est Bédier qui est recherché par Ouattara et Gueye indirectement pour être extradé de France en Côte d'Ivoire après sa fuite du 24 décembre 1999. Et donc la personne chargée de dire aux autorités judiciaires françaises que M. Bédier ne peut pas être extradé, parce qu'il jouit de l'immunité présidentielle, puisqu'il a été enlevé de façon illégale, donc il reste déjuré le président de la Côte d'Ivoire, c'est Ahoussou Janot. Et en 2011, en 2010, au moment de l'élection présidentielle, ce même Ahoussou Janot, qui préside le comité juridique du candidat Bédier, ne dépose pas la requête sur les 600 000 voix et finit Premier ministre de Côte d'Ivoire, puis président du Sénat. C'est impressionnant. Voilà le vrai problème de la Côte De d'Ivoire. la Côte d'Ivoire. Ahoussou Janot en lui-même, il ne représente rien, mais il représente un système. Non, Il représente- est une illustration d'un système qu'il faut que les Ivoiriens brisent définitivement. Oui, et puis, Le jeu gagne quoi dans ça? oui, exactement. C'est exactement. Mais merci beaucoup, M. Oudin, parce que vous me permettez de faire cette liaison qui manquait un peu dans ma réflexion sur la Côte d'Ivoire, parce que ouais, c'est ça le problème de la Côte d'Ivoire. Vous avez tout raison. C'est pas seulement une crise morale, c'est une faillite totale, la Côte d'Ivoire. Vous avez raison de dire, c'est une crise morale, c'est une faillite morale. Ouais. Ça va être une faillite financière parce que l'état de la société, de l'État. Le budget de la Côte d'Ivoire, c'est emprunt pour payer les emprunts du budget précédent. Exactement. Ça s'appelle de la cavalerie. Et Complètement. quand vous êtes dans une entreprise privée, vous faites de la cavalerie, vous allez au tribunal et vous finissez en prison. Exactement. Là, Exactement. C'est la faillite, quoi. c'est les Ivoiriens qui vont le payer pendant des générations. Ah oui, C'est c'est sûr, c'est sûr. Et ça, il faut le dire aux Ivoiriens. Mais c'est ce qui est fou dans cette affaire. C'est pour ça que quand vous me parlez d'Ahoussou Janot, et j'en avais d'autres Ivoiriens en miroir, je pensais à Bredoumi qui pour moi est une pourriture, se comportait comme une pourriture, mais Babo, il est exceptionnel au milieu de tout ça. C'est-à-dire que moi, je regarde le paysage ivoirien, vous prenez Babo, vous le déposez, c'est le seul cheval blanc, neige, en Côte d'Ivoire, le reste, ils sont pourris. Dans la classe politique, j'entends bien. Il n'y a pas de droiture dans cette classe politique. C'est pourquoi, pour moi, c'est unique, Babo, sur ce coup-là. Mais j'avais juste, puisque je parle de Laurent Babo, j'avais juste ma dernière question avant qu'on clôt cette émission-là. Puisque Babo a dit qu'il était contre le 4e mandat. D'après vous, d'un point de vue tactique, je dis bien d'un point de vue tactique, comment le PPACI, dirigé par Laurent Babo, va poser des actes pour empêcher que ce 4e mandat ne soit consommé? C'est-à-dire, imaginons que ce 4e mandat ne soit consommé par celui que j'appelle désormais le voyou ou le mercenaire qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Gbagbo, c'est pas un homme à faire des coups d'État, c'est un homme qui respecte le droit, c'est un homme qui respecte aussi les populations. Vouloir casser le 4e mandat d'une façon ou d'une autre, en particulier d'une façon violente, ça ne sera jamais ce que Gbagbo va préconiser. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Par contre, déjà, les initiatives dont je vous ai parlé tout à l'heure, que ce soit pour les prisonniers d'opinion, pour la CPI, et puis d'autres actions de tous les jours, le PPACI, tous les jours, fait des actes. Ils développent dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, ils installent des instances, ils installent j'ai vu ça, ouais. parce que c'est une lutte de tous les jours. De tous les jours, La vie politique, ça ne se résume pas à 15 jours d'élection ou de campagne électorale. C'est du travail de terrain, tout le temps. Au quotidien. Gbagbo, quand il pensait pas au début qu'il serait président. Il le dit lui-même dans le même discours à la chambre préliminaire, quand il dit mais nous dans les années 90 on faisait de la politique pour faire respecter la démocratie, pour installer ça. On pensait travailler pour les générations futures. C'est ça. Il y a eu un coup du sort entre guillemets qui est la chute de Bédier en 99, où Gbagbo ni de près ni de loin n'est dans l'affaire. Bien sûr. Et à la sortie de ça, il gagne l'élection de 2000. C'est une divine surprise. Absolument. Là, pas de gagner l'élection. La situation qui s'est créée dans la chute de Bédier. C'est ça. C'était une divine surprise qui n'était pas dans les projections normales, entre guillemets. Et quand on relit ses livres, que ce soit l'alternance démocratique, etc.,
jamais il dit je vais prendre le pouvoir. Bien sûr. Il dit il faut mettre en place les situations qui fait que la Côte d'Ivoire, un jour, elle sera dans ce schéma-là et dans ce moule. Oui, parce que Gbagbo, il fait la différence. Il y a eu ça. Et heureusement, il y a eu cette situation qui fait que Gbagbo, il a pu faire 10 ans en Côte d'Ivoire, malgré qu'il y a eu 8 années avec la rébellion. Mais je peux vous dire que malgré ça, moi j'étais au palais pendant 4 ans, les 4 dernières années, la Côte d'Ivoire fonctionnait. Ouais. Toutes les organisations en Côte d'Ivoire fonctionnaient. Et il y avait des gens. Le premier gouvernement de Laurent Gbagbo, alors que c'est l'opposition depuis des dizaines d'années, avec un FPI qui se retrouve un peu, les gens autour de Gbagbo, ils ouvraient grand les yeux. Ils se sont trouvés d'un seul coup ministre de ci, ministre de ça, etc. Le premier gouvernement de Gbagbo dit... Il y avait un ministère qui est un des ministères les plus importants en Côte d'Ivoire, c'est les infrastructures économiques. Et en particulier à la main sur le port d'Abidjan, qui est le poumon économique de la Côte d'Ivoire. Et il nomme le ministre des infrastructures économiques. On est en novembre 2000. Et qui y prend ? Patrick Hachi. Ah ouais. Et en même temps, il en fait le porte-parole. Incroyable. Et les gens lui disent « Ouais, mais c'est un PDCI, etc. » Il dit « Non, moi, j'ai pas pris un PDCI, j'ai pas pris un FPI, j'ai pris un homme capable qui a fait des choses dans la vie, qui a une formation. » Et Patrick Hachi s'est retrouvé à un poste très élevé. D'ailleurs, au 23e étage de la tour Postel 2000, il était déjà dans un poste très élevé. Et il s'est retrouvé là. Et il est aujourd'hui où ? Il est président de l'Assemblée nationale après avoir été Premier ministre de Ouattara. Mm-hmm. Et moi, je ne vais pas m'épancher sur Patrick Hachi, mais ce sont des gens qui ont eu c'est un tourbillon politique. Ah oui, mais ils savent plus dans quel sens tourner. Ouais. C'est ça le problème. C'est une illustration. Ouais. Et Gbagbo, à peine président, il n'a pas mis en place tous ses copains FPI. Bien sûr. Gbagbo, il n'a pas de copains. Il a des gens qui travaillent. Exemple. Il est président de la République, il appelle Aboudraman Sangaré, paix à son âme. Il dit à Aboudraman, on a fait tout ce chemin, tu te rends compte, je me retrouve président, tu vas être mon Premier ministre. Et Aboudraman lui dit, chef, faut pas faire comme ça, parce que nous sommes la même génération. Quand on va finir nous deux, il faut former la suite. Mm-hmm. Donc prends déjà un jeune de chez nous, parce que le temps que tu seras président, il connaîtra les rouages de l'État et pourra peut-être prendre la suite. Et Gbagbo lui dit, mais tu as qui, toi ? Et Aboudraman Sangaré lui dit, prends Afin Guessan. Le Afin Guessan, là Afin Guessan. Alors que Gbagbo est en prison, il prend le FPI et il délègue Gbagbo. Il dit, Afin Guessan est devenu le premier ministre de Laurent Gbagbo. Ouais, j'ai vu ça. Et j'ai toujours dans un dossier sa déclaration de politique générale à l'ouverture du Parlement en 2000. Après les élections législatives de décembre 2000. C'est tout le programme de développement. Et qu'est-ce qu'a fait après ? Gbagbo est à la CPI et Afin Guessan dit « On ne va pas pleurer devant le corbillard qui passe. » Ah ouais. Alors après, il a fait des circonvolutions et ces derniers temps, il s'est rattrapé, entre guillemets, aux branches, un truc. Mais quand vous l'avez fait une fois, vous pouvez le faire 2 fois, 3 fois. Le problème, la confiance, c'est un peu... Je vais faire une histoire qui va sortir totalement de la politique, etc. Par les hasards de la vie, j'ai connu un Libanais devenu belge qui avait des bureaux dans le Diamond Center d'Anvers. Mm-hmm. Et un jour, je vais le voir dans le bâtiment où on rentre, il faut vraiment être les mains dans les poches parce qu'il y a la sécurité partout dans ce bâtiment. Et j'arrive dans son bureau. Et à un moment donné, c'était pas un grand bureau, il y avait une secrétaire à lui. On discute tous les deux et à un moment donné, il y a un gars qui rentre, qui était un Italien qui parlait un français difficile. Et le gars, il sort de sa poche, il avait une espèce de feuille de carnet hexaconta avec des petits carreaux comme ça. Il ouvre la feuille et il y avait une 20aine de pierres, des diamants qui étaient entassés là comme ça sur la table. Et... mon ami de moi de 5 minutes, il prend ses lunettes spéciales là, pour regarder les pierres, à les observer bien et tout. Puis avec une petite pièce
en fer, il sépare différents diamants, et puis il en garde quelques-uns, il les pèse, il les remet dans un petit truc, et il les met dans le tiroir de son bureau. Il sort un carnet, et il met payable, on était avant Noël, payable au 15 janvier 1900 quelque chose à l'époque, dans les années 95, et ça payable tant, je sais pas, une somme 400 000 dollars, un truc comme ça, enfin, un montant, quoi. Et puis il signe, il tamponne, et il donne au gars, le gars il fait comme ça, et puis il s'en va. Mhm. Moi je l'ai regardé ébahi, il dit, mais le gars il t'amène des pierres, tu les regardes, tu en prends quelques-unes, tu mets dans le tiroir, tu donnes un papier sur une feuille comme ça, et puis le gars il s'en va tout content. Mais il est fou. Il dit non, il n'est pas fou. C'est moi qui serais fou de ne pas payer les 400 000. Ben oui. Parce que dans ce métier-là, dans les traders de diamants, il n'y a pas de carton jaune. Ah oui, complètement. Il n'y a Je suis pas de d'accord. carton jaune. Ah Et il oui, n'y a oui, pas oui, la oui. VAR. Et c'est ça, ouais. C'est direct. C'est ça. Le gars, il a fait une bêtise sur le diamant, il disparaît du système. C'est ça. Ouattara, il y a longtemps qu'il serait dissous. Bah oui. Hein, ça, c'est clair. Ouais. Mais voilà, pour dire qu'à un moment donné, dans la vie, on fait des choses et toute la vie s'est attachée. Donnez-moi un exemple dans la vie de Laurent Gbagbo, et je ne fais pas de la géographie de Laurent Gbagbo. Je demande qu'on me donne un exemple, un moment dans la vie où Laurent Gbagbo s'est laissé aller à quelque chose. Mm. Ça n'est jamais arrivé. La seule chose, Babo, c'est exceptionnel. Donc oui, en tout cas, M. Oudin, on arrive à la fin de notre émission. C'est passionnant, hein, avec vous, on pourrait passer des heures. Mais j'espère qu'on se retrouvera encore à nouveau pour parler, parce que toujours approfondir le mythe qu'est devenu Laurent Gbagbo. Pour moi, c'est un mythe qu'il faut présenter aux jeunes Africains pour que les Africains puissent trouver un repère. Nietzsche disait dans la naissance de la tragédie que les Grecs ressentaient les terreurs et les atrocités de l'existence, et puis que la vie leur soit possible, il fallait qu'ils transposent entre eux et le monde ces êtres éblouissants du rêve que sont les Olympiens. Et demain, il faudrait que les Ivoiriens aient un repère qui vont transposer entre eux et le monde pour pouvoir avoir le cap qui leur permettrait justement de regarder l'horizon. Et ce cap-là, et cet horizon-là, c'est Laurent Gbagbo. On va clore cette émission en laissant le dernier mot à M. Oudin. M. Oudin, vous avez le mot de la fin de cet entretien absolument délicieux. Je l'ai peut-être dit une fois ou deux, mais il y a une phrase de Winston Churchill après la bataille d'El Alamein. El Alamein, c'est une bataille de novembre 1942. C'est la première grande défaite du régime nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un petit peu avant Stalingrad. Et Winston Churchill aurait dit « Ce n'est pas le commencement de la fin. Non, ceci n'est pas la fin, ni même le commencement de la fin, mais c'est peut-être la fin du commencement. » C'est la fin du commencement. Ouais. Et je pense qu'en Côte d'Ivoire, il faut que les Ivoiriens aient confiance dans l'avenir, que chez chaque pierre posée chaque jour, vous savez, c'est comme vous faites un cairn. Moi, j'ai fait le parcours de Saint-Jacques-de-Compostelle à pied, et souvent sur la route, vous voyez des petits monticules de cailloux, Oui. avec des gens qui passent, des pèlerins qui passent jour après jour et qui posent une pierre, etc. Et j'ai vu dans certaines zones, en particulier en Espagne, où le cairn, c'est le nom qu'on donne à ce genre de pierre, qui monte à 2, 3, 4 mètres de haut. C'est ça. Et vous avez mis, vous, une petite pierre de 10 centimes, de 50 grammes, tout ça. Et ça fait des... Et la politique, c'est un peu la même chose. C'est ça. Il faut que chacun mette sa pierre tous les jours, Exactement. sans se demander où ça va aller. Parce que lui, il a posé, il sait qu'un autre posera, etc. Là, aujourd'hui, dans la lutte contre le 4e mandat, c'est une lutte de tous les jours, parce qu'on ne sait pas de ce qu'est fait demain, à tous les niveaux. Bon, quand on dit de façon triviale l'âge du capitaine, je pense que Ouattara, aujourd'hui, est dans une situation, à titre personnel, qui ne lui permet pas d'envisager un avenir très lointain. Donc il faut le mettre en perspective avec ce 4e mandat. Ça, c'est un. La deuxième, c'est la situation économico-financière du pays. La troisième, c'est tous les risques liés en particulier à ces développements sur la drogue et d'autres, parce que si un matin, les Américains donnent un coup de pied dans le système, ça peut éclabousser certaines personnes qui font que le système va tomber. Toutes ces choses-là, on ne sait pas laquelle a commencé. Hein. Quand j'étais étudiant à Sciences Po, Pompidou est devenu président en 69. Moi, j'étais à Sciences Po un peu après. Et
j'entendais Pompidou qui disait, on se dit généralement qu'il y a le premier scénario, le deuxième scénario et le troisième scénario. Mais attention, généralement, c'est le quatrième scénario qui arrive. C'est ça. Ça, c'est une phrase qui m'était restée à l'époque. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la politique et dans la vie d'un État, surtout d'une situation comme la Côte d'Ivoire actuelle, il ne faut pas que les gens... vous m'avez parlé de Brédoumi. Brédoumi, je le connais un tout petit peu. Brédoumi, malheureusement, ça ne sera jamais un dirigeant du plus haut niveau en Côte d'Ivoire. Mais c'est un monsieur qui s'est retrouvé dans une tourmente qui le dépassait sans doute un petit peu. Mais on ne va pas tirer sur le soldat Brédoumi. C'est ça. Mais il faut que des gens comme Brédoumi ou d'autres, à tout leur niveau, se disent, bon, eux, ils ont le droit à l'erreur parce qu'ils n'ont pas le niveau pour arriver à être le chef. Mais ils ont la possibilité, en militant ou dans les actes quotidiens, même si ce n'est pas du grand militantisme, de faire que la Côte d'Ivoire, à un moment donné, change. Parce que c'est la population, c'est l'opinion. Quand on parle de prisonniers d'opinion, c'est l'opinion qui fera la suite du pays, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Et là, pour ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est la Côte d'Ivoire. Et il y a tous les ingrédients aujourd'hui pour que les Ivoiriens continuent à espérer. Moi, j'ai très souvent des amis au téléphone de différents milieux, de différentes origines, etc. à Abidjan. Mais tous sont quasiment désespérés. Absolument. Que ce soit des chefs d'entreprise, des cadres, des femmes au foyer, comme mon ancienne secrétaire, etc. Ces gens sont à la limite du désespoir politique et humain. Parce qu'ils ne voient pas de perspective. Mais leur avenir, il faut qu'ils mettent chacun leur pierre sur le cairn. C'est ça. Exactement. C'est ça. Ouais. Et il faut, je dirais aux Ivoiriens, il faut continuer à espérer. C'est ça. Faut, comme disait un pape à une époque, ne désespérez pas. Ne désespérez pas. En tout cas, merci beaucoup, M. Oudin. Merci beaucoup à tous et on se donne rendez-vous pour une prochaine émission.